que l'on a trouvés dans la région de Marsala. J'ai rien entendu. Pas plus fort. De quelle mer viennent les objets en corail que l'on a trouvés dans la région de Marsala? Alors le corail, est-ce que tu sais ce que c'est le corail? C'est quoi? Bah, c'est un Oui, c'est un petit organisme, hein, c'est rouge, c'est un très beau rouge, hein, c'est un rouge vermillon. Et en fait, ça forme comme des sortes de branches et ça pousse au fond de la mer. C'est moitié minéral, moitié animal, c'est bizarre, hein, c'est des coraux en fait. C'est pour ça qu'on appelle du corail. Et en fait, pour l'attraper, c'est vers 50-60 mètres de profondeur, c'est profond. Donc on envoie des plongeurs qui sont en apnée, c'est-à-dire qu'ils ne respirent pas, et ils vont cueillir le corail au fond de la mer et ils le ramènent dans des paniers. Et donc c'est un travail très dangereux et c'est une matière première très précieuse. Et en fait, ça, c'était pêché en Méditerranée. Et donc ça veut dire que ce corail-là, pêché par les Méditerranéens, tu vois, donc ça veut dire tous les échanges qu'il y a avec le sel. C'est-à-dire qu'ils sont aussi, au bout du compte, ils sont aussi en relation avec les gens de la Méditerranée ici, dont ils importent des matières premières précieuses. Quand ils font des bijoux, ça sert à faire des colliers. On fait aussi des petites incrustations de corail. Il y en a un sur le torque qui est au musée. D'abord les enfants. Est-ce que les Celtes et les Gaulois avaient conscience de polluer leur environnement en polluant la vallée de la Seine? Ah, c'est des bonnes questions. J'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ce qui est évident, c'est que ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce qu'en fait, ils ont cherché à combattre les inondations. On le voit, les niveaux d'ateliers sont inondés par moment, et donc ils remettent des déchets industriels, ils remettent des déchets de terre cuite pour faire des terre-pleins qui sont au-dessus de l'eau. Mais en fait, ils n'ont pas de chance, parce qu'ils ne savent pas qu'à ce moment-là, ils sont dans une période climatique qui est défavorable. C'est-à-dire que, comme tu sais, le climat, il change. En ce moment, il est en train de changer sous l'effet d'activité humaine. Hein, il est en train de devenir très 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 chaud, sous l'effet des gaz qu'on rejette dans l'atmosphère, les fameux gaz à effet de serre. Hein, d'accord? Et bien, à l'époque de l'âge du fer, ils sont dans une période où le climat devient plus froid et plus humide. Et donc, ça veut dire que, comme ils surexploitent l'environnement, ils sont dans une période où le climat est plus agressif. Il y a plus d'inondations. Donc, comme ils dénudent les sols, malheureusement, il y a plus d'inondations, plus de précipitations, ça enlève plus de terre, donc ça fait plus de sédimentation. Et en fait, on voit qu'ils ont cherché à s'élever au-dessus du niveau de l'eau. Hein, mais en fait, c'est un problème qu'on a nous aussi, tu vois, avec l'industrie. C'est qu'on raisonne à l'échelle de notre vie humaine, ou même à l'échelle de quelques années, et en fait, ils sont pris dans un truc qui dure sur plusieurs siècles. Et ça, c'est une grande difficulté qu'on a nous. C'est réfléchir comment est-ce qu'on va faire avec des choses qui durent plusieurs siècles. Là, par exemple, les politiques, ils sont élus pour quelques années, et donc ils cherchent à faire des choses qui vont durer pendant le moment dans lequel ils sont élus. Mais ils sont face souvent à des phénomènes, tu vois, qui se développent sur plusieurs siècles. Et ça, on a beaucoup de mal à gérer ça. Et c'est comme ça souvent qu'on se retrouve avec des problèmes qui nous dépassent. Tu vois, par exemple, l'histoire du réchauffement climatique, ça a commencé avec la révolution industrielle, quand on a commencé à brûler plein de choses pour faire marcher des moteurs. Ils n'en avaient pas conscience au 19e siècle. On se retrouve avec un problème qui a commencé en 1850, tu vois. Ah, les grands maintenant, oui. Monsieur, vous voulez dire quelque chose avant? Une première question. Bon. Vous avez parlé tout à l'heure, par rapport à Marsal, des échanges. Alors effectivement, à première vue, ça descend jusqu'en Méditerranée pour le corail. Ouais. Mais vous avez parlé du Doubs, alors je ne sais pas si ça s'appelait le Doubs à l'époque, je ne pense pas, du Jura, oui. Mais Arc-Senan. Oui. C'était aussi un peu comme Marsal ou pas? Alors à Arc et Senan, on a une saline très importante de l'époque, enfin moderne pour les historiens, ça commence après le XVIe siècle. Ah oui, d'accord. Donc on a une saline qui a d'ailleurs été remodelée par l'architecte Ledoux, hein, qui est un utopiste de la fin du XVIIIe siècle. Mais on n'a pas de preuve d'exploitation du sel aux périodes préhistoriques, en fait. Donc il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de salines, par exemple en Franche-Comté ou en Suisse, qui sont exploitées peut-être depuis le Moyen-Âge, mais on n'a pas de preuve que c'était exploité à l'époque préhistorique. On n'a pas trouvé. Alors c'est possible, mais moi j'en doute quand même, parce que des exploitations du type de celle du briquetage, ça laisse quand même des traces monumentales. Hein. C'est presque 4 millions de mètres cubes dans la vallée de la Seine. Hein.
Donc, alors peut-être qu'il y avait d'autres techniques, mais du coup, peut-être pas des techniques industrielles comme on a ici. Oui, Une monsieur? question un petit peu générale. Qu'en est-il aujourd'hui de l'hypothèse indo-européenne, à savoir migration par le Danube des Grecs, des Romains, puis des Celtes, et puis des Germains, et des Slaves finalement. Enfin, c'est une hypothèse linguistique qui a été liée à la linguistique comparée. Alors, Oui, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, je veux dire? Qu'est-ce qu'on est? Ben, pour résumer, pour les gens qui ne connaissent pas cette histoire, effectivement, les linguistes, les gens qui étudient les langues, ont repéré, c'est un linguiste qui s'appelait Bopp, qui était allemand, et à la fin du 19e siècle, il a repéré qu'il y avait des parentés dans les différentes langues anciennes. Il y a des parentés entre les anciennes langues qui étaient parlées en Europe, le romain, le celtique, l'italique, le grec et le sanskrit. Et donc, on a posé l'hypothèse qu'il y avait une langue commune, à l'origine, c'est une hypothèse des linguistes, qu'il y avait une langue commune qui aurait été parlée de l'Inde à l'Europe. C'est pour ça qu'on a appelé ça les Indo-Européens. Les Allemands préféraient dire les Indo-Germains, c'était un peu plus... Voilà. Mais c'est une hypothèse linguistique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas bien comment expliquer ces parentés qu'il y a entre les langues. Alors, les archéologues ont beaucoup cherché, et surtout les Allemands, ils ont beaucoup cherché à trouver une explication archéologique à ça, à trouver des vestiges des Indo-Européens. Et ils sont partis dans les délires raciaux. C'est un archéologue qui s'appelle, un linguiste qui s'appelle Cossina, qui a beaucoup développé ça. Hein. Et ça a servi de base à l'archéologie nazie, c'est-à-dire de dire qu'ils ont détourné cette hypothèse en disant, ben en fait, depuis la préhistoire, il y avait une race dominante qui était la race germanique. C'est elle qui a façonné les différentes vagues de peuplement de l'Europe. Et donc, depuis 1945, cette hypothèse-là, elle est discréditée pour l'archéologie. Pour des raisons politiques. Comment? Pour des raisons politiques, bien, oui. Oui, pour des raisons politiques, parce qu'elle a été exploitée dans l'archéologie pour des raisons idéologiques. Hein. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que on est extrêmement, comment dire, c'est ce que je te répondais, c'est qu'on est devenu extrêmement prudent entre les relations entre l'identité, hein, la langue que parlent les gens, hein, et puis les vestiges archéologiques. On sait par l'ethno-archéologie qu'il n'y a pas de relation, en fait, pas de relation directe. Pas de relation directe entre quoi et quoi? Par exemple, entre des objets et l'identité. Hein. Et on voit très bien dans des peuples dits archaïques, hein, en Afrique ou en Amérique, que des objets qui ont un certain style, un certain mode de décoration, ça peut être partagé par des ethnies qui se considèrent étrangères les unes aux autres. Et que donc, trouver des objets et dire, ben voilà, cet objet-là, il est indo-européen, c'est quelque chose qui est très sujet à caution. On n'y croit plus aujourd'hui. On ne peut pas savoir quelle langue parler les gens. Non, on ne peut pas savoir. Ouais. Sur la momie Ortiz qui a été trouvée peut-être Entre l'Autriche et la Suisse. oui, dans les Alpes, Ouais. Aussi, avec la fonte des glaciers. Ortiz, Otzi, c'est ça, oui. On a pu analyser très récemment, hein, il y a 15 jours, 3 semaines, le contenu de son estomac. Ouais. Et on a trouvé Helicobacter pylori, donc, qui est responsable d'ulcère de l'estomac, Ouais. avec une souche qui vient de l'Inde. Tiens, ouais. Oui. Donc ça peut remettre en cause un peu tout ce qui a été jusque-là supposé. Oui. Vous avez eu cette information dans quelle source, s'il vous plaît? Des sources scientifiques. La recherche? J'ai revu, oui, des revues que je lis régulièrement. Oui, si vous voulez, vous me donnez votre adresse. Votre Helicobacter, il a un ADN spécifique ou pas? Non, c'est une bactérie. Parce qu'on l'a tous, le Helicobacter. Enfin, tous, oui. Je suis médecin, je suis. Il y a beaucoup de porteurs sains. Ah bah oui, évidemment. Mais les souches ne sont pas forcément les mêmes. Il y a Helicobacter Ah oui, pylori. c'est pour ça que je vous pose la question Après, il y a d'ADN. des pylorides de type A, de type B, etc. Ah oui, c'est ça, oui. Et celle qui a été retrouvée sur Hostiz, Otzi. Oui, ok, ben, est oui. une souche indienne. Le tout ça, oui, mais ça pose quand même le problème des Indo-Européens. Oui. N'oublions pas que les Américains considèrent les Blancs comme des Caucasiens. Vous avez sur les passeports Caucasiens. Hein. On est devenu très, comment dire, très précautionneux avec ça. Oui, bien sûr. Oui. Mais vous demandez Moi, quelque je chose? voudrais savoir, parce que par la suite, il y avait des un projet de fouille des Chiliens.
Bah, pour ne rien vous cacher, j'aimerais beaucoup fouiller ce site-là. Hein. Mais encore une fois, c'est une question de musée. C'est-à-dire que si on fouille ces objets-là pour les mettre dans un dépôt où ils ne seront pas exposés, je pense que leur place est au musée de Marsal, comme dit Indiana Jones, leur place est dans un musée. La place de ces objets-là serait au musée de Marsal. Je trouve que ce soir, vous avez très bien parlé, et pour venir régulièrement à cette institution, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle ce soir, c'est que parmi nous, il n'y a pas de politique, alors que d'habitude, ils sont toujours très précis. Oui, oui, oui. On peut savoir ce que vous avez trouvé cette année dans la fouille. Qu'est-ce qu'on a trouvé cette année? Cette année, on a trouvé des choses on a trouvé la ligne. Donc, on fouille. L'objectif de la fouille qu'on fait depuis 2014, c'est de comprendre comment fonctionne un atelier de saunier. Et donc, on fouille un endroit qui est sous un ancien méandre de la Seille, un méandre médiéval. Et donc, d'année en année, on complète la carte de l'atelier. Donc, on a l'atelier presque complet maintenant, on a sa limite. Et on a trouvé toute une série de fosses qui sont des fosses d'habitat. On voit qu'on est pas loin des maisons et des carrières où je pense qu'on extrait l'argile. L'argile pour faire les fourneaux et l'argile pour faire les bassines dans lesquelles on faisait chauffer l'eau. Et puis on a trouvé au-dessus un truc plus énigmatique qu'il faut qu'on date par la dendrochronologie, c'est l'étude des cernes des arbres. C'est toute une série de piquets, je ne sais pas combien on en a, on devrait en avoir presque une cinquantaine. Qui barre l'ancien cours de la Seille, et on pense que c'est une pêcherie. Les gens du Moyen-Âge utilisaient ça, c'est-à-dire que tu fais une sorte de petit barrage dans l'eau avec des piquets, puis tu mets du crayonnage entre les piquets, et les poissons qui descendent le courant, l'eau passe, mais pas les poissons, et donc ils ont tendance à suivre la palissade, et ils se retrouvent dans une espèce de nasse, où là tu peux les attraper sans difficulté. Donc on a trouvé ça. Et on a trouvé aussi... un très beau fragment de céramique, une très belle coupe, on l'a pas complète, hein. On l'a trouvé dans un bassin, justement un réservoir à saumure, une belle coupe avec tout l'extérieur est décoré au graphite, donc c'est un petit peu métallique, et puis l'intérieur est décoré avec un motif de chevron, c'est un très très bel objet. Un objet de musée, justement. Oui, madame? Il y a quelques années, il y avait eu des examens par laser aéroporté. Est-ce que toutes les données ont été exploitées et est-ce qu'il y a eu des mesures prises pour conserver ou analyser les choses qui ont été découvertes à ce moment-là? C'est une chose qu'on avait commencé à faire avec les géologues allemands et le BRGM en fait. Et donc ces mesures par hélicoptère, c'est spectaculaire, mais ça servait surtout à voir la géologie, c'est-à-dire à voir où est-ce qu'il y a des sédiments saturés en sel et où est-ce qu'il y a des grosses accumulations de terre cuite. On cherchait les îlots de briquetage. Parce que le briquetage, on ne le voit pas, hein, il est enfoui dans la vallée, en surface, vous ne le voyez pas. Donc on cherchait ça, et c'est à partir de ça qu'on est allé au sol, sur les endroits où il y avait des accumulations, pour faire les cartes que je vous ai montrées, les cartes géophysiques. En fait, ça a servi à ça, ces cartes-là. Et le BRGM était intéressé de faire ça avec nous, on avait mis nos financements ensemble, parce qu'en fait, ils ont un gros problème avec l'exploitation moderne du sel, enfin contemporaine. C'est-à-dire que au 19e siècle, la fin du 19e siècle, on a voulu exploiter le sel dans la vallée de la Seille, mais comme le sel est trop proche de la surface, il est entre 60 et 80 mètres de profondeur, il y avait des infiltrations d'eau. On a fait des sondages à Vic-sur-Seille en particulier. Et donc les industriels se sont déplacés vers Dombasle, vers Angéville, où ils ont fait des mines. Au début, on a fait des mines, et puis on s'est rendu compte que ça serait beaucoup plus rentable de ne pas creuser des galeries, mais de forer et d'envoyer de l'eau chaude et de pomper. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dissous le sommet du sel, mais on ne sait pas où ça s'est dissous, et on en a enlevé des millions et des millions de tonnes. Et donc aujourd'hui, en fait, ces cavités, elles s'effondrent. Ça, c'est un gros souci. Et ça s'effondre, évidemment, dans des endroits qui sont habités. Hein. Ça s'effondre autour de Lunéville, voilà, dans tous ces endroits-là. Donc le BRGM est intéressé de travailler avec nous en se disant, ben voilà, si on prend le problème d'exploitation du sel depuis la préhistoire, où vous nous dites que c'est industriel, où sont les sites et qu'est-ce que ça représente comme volume de production dans l'histoire. Donc c'est là-dessus qu'on est parti en fait. Et ces recherches-là, elles servaient à mesurer ça. C'est là qu'on a vu qu'à l'époque sceptique, c'était probablement en centaines de tonnes par an, et à l'époque gauloise, c'était beaucoup plus conséquent, c'était en milliers, peut-être en dizaines de milliers de tonnes par an, l'exploitation du sel ici. Donc des volumes de production qui sont proches de ceux du Moyen-Âge ou de l'époque de Louis XIV en fait. Ce qui est
inattendu, on n'imagine pas ça pour les Gaulois. L'exploitation devait encore employer pas mal de personnes. Bien sûr, oui, bien sûr. Vous avez trouvé un lieu de vie où il y avait ces personnes-là? Bah, c'est ce qu'on cherche désespérément. On sait qu'on n'est pas loin. Par exemple, dans la fouille de cette année, on n'a jamais été aussi près des habitats. Mais malheureusement, on fouille profondément. On est à 2,50 m de profondeur. Il faut évacuer tous les déblais à la main. On fouille des toutes petites surfaces par an. Et donc, les habitats peuvent être tout près, ils peuvent être à 50 mètres, mais 50 mètres, croyez-moi, 50 mètres en fouille, c'est très très loin. Et les habitats ne sont pas magnétiques, c'est ça le problème. Vous ne pensez pas qu'il soit sur Marseille, qu'on ait continué à... C'est possible, hein, c'est tout à fait possible, oui, c'est possible. Ça, mais on pense donc qu'ils sont très proches des ateliers, parce que dans les ateliers, ils jettent aussi leurs poubelles domestiques, c'est-à-dire qu'ils jettent aussi leurs déchets de boucherie. Et donc je pense pas qu'ils fassent 50 km pour jeter leurs déchets de boucherie. Ça doit être proche, mais proche, malheureusement, on n'a pas encore trouvé les maisons, on les cherche. Je crois que l'année dernière, vous avez parlé que vous avez trouvé des planches du côté du Châtelet à Viquet. Oui, ça c'est plus des planches. Oui, oui. Vous savez ce qui sont devenus ces planches? Vous avez dit que vous alliez faire des études là-dessus. Alors, on va savoir si c'est... Oui, mais elles sont récentes en fait. Hein. Ouais. Elles sont, on a fait des dates dendrochronologiques, elles sont récentes. Elles sont du 17e, 18e. Oui, madame. Moi, je voulais juste vous demander, quand vous publierez également pour le grand public, genre que ça sera accessible, on trouvera quelque chose. Là, on voudrait faire deux choses, c'est-à-dire qu'on voudrait faire effectivement, il faut qu'on fasse un livre pour les scientifiques, mais on aimerait aussi pouvoir faire un livre pour le grand public. Il faut qu'on fasse les deux. Moi, je suis beaucoup attaché, parce que je pense que ce qu'on fait, ça n'a pas de sens. Si l'archéologie intéresse uniquement les archéologues, c'est guère qu'une forme de... C'est guère qu'une forme de hobby, hein. C'est important que ça soit diffusé. Alors, il y a eu des choses qui ont déjà été filmées pour le film qui a fait Jean-Jacques Benex sur les Gaulois, qui est passé sur Arte l'année dernière, il y a 2 ans. Et puis là, il y a un film d'Arte qui est en préparation sur la tombe, on appelle une tombe d'une riche princesse à Lavaux, Jacques III, dans le film dans lequel je dois intervenir. Je dois être filmé, interviewé en septembre, à la rentrée au musée. Ouais. Puisque tu parles d'émission sur Arte, est-ce qu'il y a eu clarification sur le site d'Alésia qui était mis un peu en opposition avec un autre théoricien? Oui, c'est Franck Ferrand, oui, qui est aussi historien que moi, je suis chimiste. Oui. Mais il y a une polémique depuis... alors, Alésia, c'est une histoire très marrante, parce que c'est une polémique depuis le 19e, depuis 1850 en fait. Ouais. Et en fait, il y a un historien tardif, qui est Dion Cassius, qui écrit au IIe siècle, qui dit que la bataille d'Alésia a eu lieu chez les Séquanes. Et les Séquanes, c'est le peuple de la Franche-Comté. Donc les Francs-Comtois ont dit, c'est pas possible qu'on trouve Alésia en Bourgogne. Alésia, c'est chez les Séquanes. Alors que César est très clair dans sa description, dans l'endroit où c'est. Et puis, on a commencé à contester les mots aussi, parce qu'il utilise le mot il dit que c'est un endroit très escarpé, et effectivement, Alésia, c'est une petite hauteur, mais c'est pas une montagne. Hein. Et puis, il utilise le mot de Floumen, qui veut dire fleuve, gros cours d'eau. Et en fait, c'est deux rivières qui encadrent Alésia. Donc, on a dit, c'est pas possible que ça soit là. Et alors, on a cherché, il y a eu... plus de 60, je crois, lieux qui ont revendiqué le fait d'être Alésia. On a cherché Alésia à Lise, on l'a cherché à Luz, on l'a cherché même à Alès. Hein. Et puis, dans les années 60, sans qu'on trouve les restes des vestiges de siège. Et puis, dans les années 60, il y a un archiviste qui s'appelle Berthier, qui a fait un truc inspiré de la police. Il a fait la technique du portrait robot. Il a pris les éléments de la description de César, et il a cherché où ça pouvait être en Franche-Comté. Et il a trouvé un site qui est à Siam, au Chaux de Crotenay. Et donc là, maintenant, tout le monde dit qu'Alésia est là. Mais en réalité, les gens qui disent ça ne sont pas des archéologues. Et ils disent, ouais, c'est super, il y a des fortifications extraordinaires. Les fortifications, ce n'est pas des fortifications, c'est des constructions agraires du médiéval. Hein. Voilà, ils disent, on a trouvé de l'armement, c'est pas de l'armement, ils ont trouvé un truc de forêt du gallo-romain. Tout le matériel est gallo-romain.
Hein, et ils disent, ah, on a trouvé les fameux fossés de César dans lesquels il mettait des pièges, mais en fait c'est des pieds de vigne. Hein. Donc c'est un peu Bouvard et Pécuchet. Et moi j'ai vu le matériel. Hein. Il n'y a rien de gaulois dans ce qu'ils ont trouvé. Donc c'est une polémique qui dure depuis. Alors il y avait aussi l'idée de dire que les fouilleurs du 19e siècle avaient voulu faire plaisir à Napoléon III. C'était les fouilleurs de Saint-Germain. Et en fait, il y a eu un nouveau programme de fouilles qui a été fait dans les années 90, franco-allemand. Et en fait, on est retrouvé exactement sur les fossés qui avaient été identifiés au 19e. Les archéologues du 19e n'ont rien inventé. Et on a retrouvé aussi du matériel romain qui date, dans les dernières monnaies, date de quelques années avant 52. Donc on a plein d'éléments d'authentification du lieu de la bataille à Alésia. Même si c'est pas l'endroit rêvé. Il devrait y avoir des fouilles d'armes, des choses comme ça. Il y a plein d'armes, hein. Il y a plus de 700 armes. Hein. On a plus de 700 armes. Hein. Et 300 monnaies gauloises. De tous les peuples de la coalition qui est venu essayer de... Parce qu'ils ont utilisé une technique de la guérilla. C'est-à-dire que, comme les Gaulois n'avaient pas la puissance romaine, ils les ont attirés à Alésia pour qu'ils les assiègent, et pendant le même temps, ils envoyaient des émissaires de toute la Gaule pour écraser les Romains de l'extérieur. Mais César, qui avait des espions, encore une fois, les collaborateurs, a été au courant du plan et il a fait un double système de fossés, avec aussi des fossés extérieurs pour se protéger des ennemis. Et ça c'est le seul truc qu'on a trouvé. On a trouvé ça qui est à Alésia, et c'est ce qui authentifie vraiment le lieu. C'est que d'habitude, les Romains ne font pas un double fossé. On fait juste un fossé pour empêcher les assiégés de sortir. On n'en fait pas un autre pour empêcher l'armée de secours de Vercingétorix d'arriver, tu vois. Ça n'a rien à voir avec Alice Sainte-Reine. C'est à Alice Sainte-Reine. C'est ça, c'est bien Alice Oui, Sainte-Reine. c'est Alice Sainte-Reine. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie de votre attention.